Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel langage PHP leçon numéro 2. Durant cette leçon, on va voir les différentes fonctions qu'on peut utiliser sur les variables, les opérateurs qu'on peut aussi utiliser sur les variables, les entrées et sorties en PHP et plus précisément les entrées en PHP. On va passer au contrôle des structures de contrôle conditionnelles, les structures de contrôle itératives. On va utiliser les fonctions en PHP. Et enfin, on va voir comment on va créer des tableaux. Donc on va passer aux fonctions prédéfinies sur les variables. Donc nous allons voir les fonctions isSet, unSet et empty. Donc la fonction isSet détermine si une variable existe ou pas. unSet détruit les variables. Empty détermine si une variable possède une valeur ou une valeur non nulle ou non, c'est-à-dire elle contient true. Si une chaîne est vide ou 0, ou alors si elle est nulle, si elle contient la valeur nulle. Donc voici un exemple. Donc on a inséré un script PHP, on a initialisé la variable $var à une chaîne vide. On va vérifier si cette chaîne est vide ou pas. Donc on va faire un test. If empty, donc empty si elle est vide. Donc empty retourne la valeur true ou false. Si empty $var, donc alors on va afficher cette chaîne est vide. Echo BR, donc on va faire retour à la ligne. Ensuite, if isSet $var, c'est-à-dire que si la variable $var, c'est-à-dire la variable $var a été initialisée ou pas. Donc on va afficher un message, cette variable existe, donc je peux l'afficher. Donc, on va faire un retour à la ligne. Ensuite, on va détruire la variable et on va vérifier est-ce que la variable existe ou pas. Donc, if isSet $var égale à false, echo cette variable n'existe pas. Nous avons d'autres fonctions prédéfinies telles que is-bool. Donc, c'est une fonction qui détermine si une variable est de type booléen. Donc, elle retourne true ou false. Entre parenthèses, donc on met le nom de la variable à l'intérieur, donc comme paramètre. Is-int, c'est aussi une fonction qui détermine si une variable est de type entier. Is-double, la même chose, elle vérifie si une variable est de type réel. Is-string, elle vérifie aussi si c'est une variable de type chaîne. Is-array, si c'est un tableau. Et is-object, donc c'est une fonction qui détermine si une variable est de type objet. On va passer aux opérateurs. Donc nous avons les opérateurs qu'on peut utiliser sur les variables. Nous avons l'opérateur sum, $a plus $b, donc pour avoir la somme plus, sinon nous avons moins, fois, la division. %, donc c'est un opérateur qui indique le reste de la division de $a par $b. Donc égal, c'est double égal. Point d'exclamation égal, c'est différent. Ou alors on peut utiliser inférieur, supérieur. Donc strictement inférieur, inférieur égal, strictement supérieur, supérieur égal. Nous avons l'opérateur AND, ou alors double et, ou alors on peut utiliser OR, ou alors les doubles barres parallèles. Not $a, c'est-à-dire l'inverse de contenu. Si $a contient true, donc lorsqu'on utilise point d'exclamation $a, c'est-à-dire false, ce sera l'inverse du contenu de la variable $a. On va passer aux entrées et sorties en PHP et plus précisément, on va passer aux entrées en PHP. Donc, un formulaire est constitué de champs et de contrôles, de zones de texte, de boutons radio, de cases à cocher et de listes déroulantes. C'est ce qu'on a vu en HTML. Donc, un formulaire est constitué de ces ensembles d'objets. Alors, deux méthodes peuvent être utilisées pour l'envoi des données via un formulaire. Donc, nous avons la méthode get et post. Donc, on va faire un rappel en HTML en ce qui concerne les formulaires. Donc, dans un formulaire, on définit par deux balises. Un formulaire est défini par la balise form et la fin par /form. Dans le formulaire form, nous avons des attributs.
Donc on va utiliser des propriétés action. Donc dans l'attribut action, cette balise permet de spécifier la page qui traitera les données fournies dans le formulaire par l'internaute. Et l'attribut méthode, c'est la méthode d'envoi, de transit vers le serveur. Donc nous avons get ou post. On va voir plus précisément avec l'activité. Donc on va créer un document HTML nommé form.html contenant un formulaire ayant une zone de saisie texte contenant un prénom. Créer un script PHP permettant d'envoyer le prénom saisi par la méthode post, sachant que le script PHP se situe dans le document nommé résultat.php. Enregistrer les documents dans un dossier portant le nom tpphp situé sous ces deux points Program Files, sous EasyPHP, sous le dossier www. On va passer au document, au formulaire, ou plutôt au document HTML. Donc, pour créer un formulaire dans un document HTML, bien sûr, on va insérer dans Body le formulaire. Donc, comment délimiter le formulaire? Donc, d'après ce qu'on a dit, enfin, on a fait un rappel tout à l'heure. Nous avons dit qu'un formulaire commence par form et à la fin, ça sera /form. Donc, on va ajouter dans la balise form des attributs action et méthode. Donc, action, c'est-à-dire donc l'envoi. Lorsqu'on va envoyer des informations via un formulaire, on va l'envoyer vers un document PHP, c'est le document résultat qui est nommé résultat.php. Et la méthode d'envoi, on va utiliser la méthode post. Ensuite, pour insérer une balise de zone de texte, donc on va insérer juste entrer votre prénom. Pour ajouter une balise texte, donc ça sera input type texte, donc la zone sera de type texte. Le nom de cette zone, on va nommer cette zone prénom. On va ajouter un bouton Submit. Donc en HTML, pour ajouter un bouton Submit, donc ça sera Input Type Submit. Donc sur le bouton, on va ajouter la valeur validée. Donc là, la fin /body/html. Donc le document form.html va être enregistré dans www dans le dossier tpphp. Comme vous voyez, donc on a inséré donc le code, on l'a enregistré sous Program Files EasyPHP www.tpphp, le nom du document form.html. Donc nous avons dans la balise form action, on va renvoyer vers le résultat.php et la méthode d'envoi ce sera post. Nous avons inséré une zone de texte qu'on a nommée prénom. On a ajouté le bouton Submit et dessus ça sera validé. Donc on va lancer ce document sous EasyPHP. Donc on va lancer le logiciel. On va démarrer le serveur. On va lancer web local. Donc nous avons 127.0.0.1, c'est l'adresse du serveur. Ensuite, on va lancer tpphp. On va lancer notre document form.html. Voilà. Donc nous avons entré votre prénom. Nous avons input type text, donc la zone de texte qu'on a nommée prénom, et on a input submit, type submit, donc value validé. Donc vous avez le texte validé qui est inséré sur le bouton submit. Donc il suffit d'insérer le prénom et lorsqu'on va envoyer on va cliquer sur valider, il va être envoyé vers sauvegarde.php, mais on l'a pas encore créé. Donc, on va passer au document PHP.
voici le document résultat.php. Donc nous avons le script PHP qui est inséré dans body. Donc dans PHP, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis echo, prénom tapé par l'utilisateur, 2 points. Donc nous avons point pour concaténer, pour associer à cette chaîne $post. Donc $post entre crochet prénom. Donc nous allons saisir ce qu'il y a dans la zone de texte dans le formulaire précédent. Donc le formulaire précédent, nous avions input type text. Le nom de cette zone, ce sera prénom. Donc ce qu'on va écrire dans cette zone sera saisi grâce à $post. Donc on va voir avec Notepad. Maintenant, on a inséré le code dans un document qu'on a nommé résultat.php qui est enregistré sous TPPHP qui est sous www, sous EasyPHP. On va lancer web local, TPPHP. Donc nous allons lancer form.html. Donc dans cet exemple, l'utilisateur a la possibilité de spécifier une seule information qui est le prénom. Par exemple, on va mettre Kamel. Donc cette donnée sera exploitable dans la page résultat.php sous la forme d'une variable grâce à $post. Donc cette zone est nommée prénom. Donc $post entre guillemets prénom. Prénom, c'est l'attribut donc de la zone de texte. Lorsque nous allons cliquer sur valider, donc on va grâce à action, donc lorsque je clique sur valider, ça va nous envoyer vers le document résultat.php. Et dans résultat.php, nous avions echo, prénom tapé par l'utilisateur, $post. Donc nous avons saisi grâce à $post ce qu'il y a dans la zone de texte dans l'HTML Kamel. Voilà. Alors faut-il utiliser plutôt la méthode get pour envoyer les données d'un formulaire ou la méthode post? Get et post sont deux méthodes d'accès définies dans le protocole HTTP et reprises dans la spécification HTML. Le choix de la méthode dépend de la façon dont les données sont reçues, de la taille et la nature des données. La méthode get ajoute les données à l'URL dans un formulaire. Elle est spécifiée ainsi forme méthode au lieu d'utiliser post, donc on va changer maintenant get. Action, comme tout à l'heure nous avions ce résultat.html, bon, résultat.php et à la fin slash forme. Donc nous allons utiliser la même activité que tout à l'heure, sauf que on a ajouté une autre zone de texte contenant nom. Input type text name nom. Donc dans le document résultat.php, on a ajouté $get nom. On a changé aussi là dans le formulaire la méthode d'envoi, c'est get. Ça sera plus post. Donc du coup, lorsqu'on va utiliser, on va pas utiliser $post, mais on va utiliser $get prénom et $get nom. Donc on va utiliser la méthode get. On va lancer web local. TPPHP. Donc on va entrer le prénom. Ensuite, on va entrer le nom. On va valider. Donc, prénom tapé par l'utilisateur, ça sera Kamel. Le nom tapé par l'utilisateur, Ralbi. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, la méthode get ajoute les données à l'URL. Regardez bien dans l'URL. Donc, les données sont encodées dans une URL.
et les données sont séparées de l'adresse de la page par un point d'interrogation et entre elles par le symbole et. Donc nous avons prénom et nom, et pour séparer entre les données et la page par un point d'interrogation. La méthode get est la valeur de méthode par défaut. On utilise de préférence sauf si on ne veut pas que les paramètres soient ajoutés à l'URL. Elle permet de récupérer les données passées à la page avec du code JavaScript. La méthode post est indispensable pour des codes non ASCII, des données de taille importante, et il est recommandé pour modifier les données sur le serveur. Alors, quelle est la meilleure méthode à adopter alors? Eh bien, la réponse est ça dépend. Le choix de l'une ou de l'autre se fera en fonction du contexte. Le choix de la méthode dépend de la façon dont les données sont reçues, de la taille et de la nature des données. Si par exemple, nous souhaitons mettre en place un moteur de recherche, nous contenter de la méthode get qui transmettra les mots-clés dans l'URL. La méthode post est préférée lorsqu'il y a un nombre important de données à transmettre ou bien qu'il faut envoyer des données sensibles comme des mots de passe. On va passer aux structures de contrôle conditionnelles. Donc nous avons l'instruction if. Donc l'instruction if s'écrit if condition entre parenthèses. Donc le début, ça sera accolade ouvrante. Donc l'expression si c'est vrai, nous fermons l'instruction par une accolade fermante. Else, on ouvre l'accolade. Expression si c'est faux et on ferme l'accolade. Donc l'instruction switch, c'est la même chose que ce qu'on a vu avec JavaScript. Donc switch expression, on ouvre l'accolade, case résultat 1, deux points, l'instruction point virgule, pour sortir de cette instruction break point virgule, case résultat 2, instruction suivante, break si on sort, et la dernière instruction default, deux points, instruction point virgule, et on ferme l'accolade. Les structures itératives while, do, while. Donc while, tant que l'expression est vraie, on passe à l'instruction, point virgule. Ou alors while expression, on ouvre l'accolade si on a plusieurs instructions qui sont délimitées chacune par un point virgule et on ferme par une accolade fermante. Une variante de la boucle while est la boucle do while. La différence réside dans ce qui est le test et fait après les instructions. Donc nous avons do, on ouvre l'accolade, instruction 1, point virgule, instruction 2, point virgule, on ferme l'accolade, et while expression. Do, c'est comme répéter tant que l'expression est vraie. Do, c'est comme répéter, et à la fin nous avons la condition dont après les instructions. Exemple. Donc nous avons le script PHP. Nous avons le script PHP, $i reçoit la valeur 1. Tant que $i est inférieur ou égal à 10, écho $i reçoit plus 1 à chaque fois. Donc tant que i est inférieur à 10, on va afficher les i jusqu'à atteindre la valeur 10. L'instruction for. Les boucles for sont très utilisées. Elles fonctionnent comme le langage JavaScript de la façon suivante. For expression 1, point virgule expression 2, point virgule expression 3, instruction. Exemple. For $i égale à 0, point virgule $i inférieur à 10, $i plus plus, écho $i. Il faut lire cette commande comme suit. Après avoir initialisé $i à 0, et tant que $i est inférieur ou égal à 10, strictement à 10, on va afficher $i, puis on va l'incrémenter, plus 1 à chaque fois. On va passer maintenant aux fonctions. PHP possède, comme de nombreux langages, la possibilité de regrouper des portions de code sous la forme suivante. Dans l'exemple 1, nous avons le script PHP function premier fonction, echo j'aime PHP, on ferme la fonction. On va faire appel à la fonction. Donc lorsqu'on va faire appel à la fonction, on va exécuter la fonction
et bien sûr on va exécuter echo gem PHP. Exemple, donc nous avons function carré $nombre, on ouvre la collade, return $nombre fois $nombre. Donc lorsqu'on va faire appel à la fonction carré 3, dans la fonction on va afficher le contenu de carré 3, ce sera 3 fois 3, c'est-à-dire le programme va afficher 9. Valeur et initialisation et remplissage d'un tableau. Lors de la déclaration d'un tableau, il est inutile de préciser sa dimension et le type de données qu'il va contenir. Donc, les tableaux sont dits dynamiques. À chaque nouvelle entrée enregistrée dans le tableau, PHP agrandit sa taille de 1 élément. Le langage PHP propose également 2 types de tableaux, les tableaux index numériques et les tableaux associatifs. Donc on va voir comment on va initialiser un tableau. Pour déclarer juste initialiser un tableau, donc $mon tableau, c'est le nom d'un tableau égal à array. L'initialisation d'un tableau se fait généralement en même temps que son remplissage. On peut faire de la même façon, on initialise un tableau et on remplit le tableau. $mon tableau reçoit array 23, la chaîne PHP, 12,4. Qu'est-ce qu'on remarque là par rapport à ce qu'on a vu avec JavaScript et bien sûr les autres langages de programmation? Donc lorsqu'on déclare un tableau, généralement toutes les valeurs d'un tableau doivent être de même type, mais là on remarque que les valeurs 23, PHP et 12,4 sont des valeurs de type différent. Donc on peut déclarer un tableau et affecter des valeurs de type différents dans un tableau. Voici un exemple d'un tableau indexé. Donc un tableau indexé est représenté par des indices numériques 1, 2, 3. Donc $mon tableau, dont l'indice 1 contient 23. Donc dans la case numéro 2 PHP, la chaîne PHP, et la case numéro 3 contient 12,4. Maintenant, nous allons voir un autre type de tableau. On va dire que c'est un tableau associatif. Donc le tableau associatif est un type de données associant à un ensemble de clés, un ensemble correspondant de valeurs. Chaque clé est associée à une valeur. Donc regardez bien l'exemple qui est représenté ci-dessous. Donc nous avons le tableau $note qui est représenté par des clés sous forme chaîne. Donc nous avons la clé du rang. Donc dans la clé du rang, on va lui correspondre à la valeur 12. Ensuite, la clé chaîne lui correspond à la valeur 11. Ahmed lui correspond à la valeur 13,1 et Dupont lui correspond à la valeur 10,5. Comment on déclare un tableau associatif? Donc nous avons $note égale array, donc clé, valeur. Donc la chaîne du rang, plutôt la clé du rang, lui correspond à la valeur 12. Donc égale supérieur, virgule, chaîne, égale supérieur à la valeur 11. Ahmed lui correspond à la valeur 13,1 et la clé Dupont lui correspond à la valeur 10,5. Donc nous avons un exemple de tableau indexé et un tableau associatif. Donc observez bien, donc ici nous avons des index numériques et là nous avons des index ou des clés sont des chaînes correspondant des valeurs. Donc les fonctions de manipulation des tableaux, il existe de nombreuses fonctions liées au traitement des tableaux. Certaines sont destinées au parcours du tableau, d'autres à la fusion de tableaux, d'autres encore au tri des valeurs ou des clés. Donc nous avons la fonction current. On peut l'utiliser, une fonction entre parenthèses, on peut mettre le nom du tableau. Donc ça vous permet de retourner la valeur actuelle pointée par le pointeur interne du tableau. Key, donc c'est une fonction qui retourne la clé ou l'index de l'élément actuellement pointé par le pointeur interne du tableau sans avancer le pointeur. Reset permet
de remettre le pointeur interne au début du tableau et retourne le premier élément du tableau, bien sûr. Donc next permet d'avancer le pointeur au nouvel élément pointé. Prev permet de reculer le pointeur d'un élément. End place le pointeur à la fin du tableau et retourne le dernier élément, bien sûr. Voici un exemple des fonctions sur le tableau PHP. Donc on a un script PHP, $tab égale array fruit 1, la valeur correspondant à la clé fruit 1 apple, fruit 2 orange correspond à la valeur orange, fruit 3 lui correspond grappe, fruit 4 lui correspond apple, fruit 5 lui correspond apple. Ensuite, while $fruit name reçoit current $tableau, donc tant que $fruit contient les valeurs, current ça indique le contenu du tableau. Donc if fruit name égale apple, echo key $tab. Donc key $tab, ça retourne l'indice du tableau. Ensuite, on va passer à next $tab. Donc que permet de faire next? Next permet de déplacer le pointeur à l'élément suivant. Dans la boucle while permet d'afficher toutes les clés. Dans cette boucle affiche toutes les clés dans la valeur for apple. Voici l'exemple ci-dessous qui va afficher. Donc il va afficher fruit 1, fruit 4 et fruit 5. On a un autre exemple contenant les fonctions sur les tableaux. On a $countries array, Brésil, England, Japan et France. Donc c'est un tableau d'index numérique. Reset countries, on déplace le pointeur au début du tableau. Echo next $country, ça affiche dans next country, ça permet de déplacer le pointeur à l'élément suivant et de retourner le contenu du tableau où se situe le pointeur. Il va afficher England. On va écrire echo prev $country. Prev, donc le pointeur va se déplacer à l'élément précédent et qui va retourner aussi la valeur. Echo prev country affiche à Brésil. Echo end $country. End permet de déplacer le pointeur à la fin du tableau et de retourner la valeur du dernier élément qui affiche Echo end country affiche France. Each retourne un tableau contenant la clé et la valeur de l'élément actuellement pointé par le pointeur interne du tableau, puis avance le pointeur. Donc nous avons un exemple. Reset $tableau. Donc reset va pointer le pointeur ou déplacer le pointeur vers le premier élément du tableau. Donc on utilise la boucle while avec each. Donc while liste $clé virgule $valeur égale à each $tableau. Voici un exemple d'un tableau $tableau contenant des clés et les valeurs. Donc lorsqu'on utilise while avec each et liste, donc each permet de retourner une liste de valeurs, une paire $clé et $valeur, et liste permet de rassembler ces deux variables $clé et $valeur sous forme d'un tableau pour les assigner en une seule ligne. Donc $clé lorsque le pointeur est à ce niveau, donc $clé va contenir la valeur, donc la clé du rang sous forme de chaîne, et $valeur va contenir 12. Et each va incrémenter automatiquement le pointeur. Maintenant, lorsqu'on revient à while list $clé $valeur égale à each $tableau, echo à la clé, on va afficher le contenu donc de $clé et en même temps et lui associer $valeur, on va afficher le contenu de $valeur. Et each va avancer le pointeur.
Donc à chaque fois, on va afficher la paire, donc $clé et $valeur, jusqu'à atteindre la fin du tableau. On peut utiliser sans la boucle while, mais selon la position du pointeur. On peut utiliser key $tableau et on peut utiliser current $tableau. Les fonctions de tri, sort, donc c'est une fonction qui trie les éléments d'un tableau dans l'ordre croissant des valeurs. Les clés ou index ne sont pas conservés. Le tableau doit obligatoirement le tableau devient obligatoirement un tableau indexé entre 0 et la taille du tableau -1. Donc on va trier selon le contenu du tableau. R sort trie les éléments d'un tableau dans l'ordre décroissant des valeurs selon le contenu du tableau. Les clés ou index ne sont pas conservés. Le tableau devient obligatoirement un tableau indexé entre 0 et la taille du tableau -1. K sort trie les éléments du tableau dans l'ordre croissant des clés, tout en conservant l'association clé-valeur. KR sort trie les éléments du tableau dans l'ordre décroissant des clés, tout en conservant l'association clé-valeur. Voici un exemple de fonction de tri sur les tableaux. On a un script PHP, $fruit, c'est un tableau d'index numérique contenant des valeurs de type chaîne, lemon, orange, banane, apple. On va faire un tri rsort $fruit. On va faire appel à la fonction rsort. While list $k, $val, each $fruit, echo $k égale $var. Donc l'exemple ci-dessus va afficher 0, l'index qui est $k, 0 égale le contenu, donc $val va contenir orange, retour à la ligne, 1 égale le contenu de $val, c'est lemon. Ensuite en retour à la ligne, $k va contenir la valeur 2 égale banane. Ensuite le dernier élément 3 égale apple. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un tri selon l'ordre décroissant du contenu du tableau. Donc nous avons orange, c'est une chaîne. Donc le tri va se faire selon le premier caractère de chaque chaîne. O pour orange, ensuite L pour lemon, B pour banana, ensuite apple pour A pour apple. On a un autre exemple de fonction de tri sur le tableau. On a KR sort. On a un tableau d'index, un tableau associatif. $fruit, array. On a clé et valeur, clé et valeur, clé valeur. Donc nous allons faire un tri sur ce tableau. While list $k, $val, each $fruit. Echo, on va afficher le contenu de la clé et de la valeur. Donc l'exemple ci-dessus va afficher D égale à lemon. On a respecté l'association clé-valeur, sauf que le tri s'est fait selon l'index du tableau. Donc selon l'index du tableau, nous avons selon l'ordre décroissant et on a fait un tri selon le contenu de l'index. D est positionné en premier lieu, égal à lemon, C, apple, B, banana, A pour orange.